Merci, Monsieur le Président. Depuis quelques années, plusieurs années en fait, le Conseil de sécurité a bien voulu m'inviter régulièrement à partager mes réflexions sur la situation globale des réfugiés et autres personnes relevant du mandat du HCR. Je vous remercie donc, Monsieur le Président, de m'accueillir ici une fois de plus et probablement une dernière fois en tant que haut-commissaire pour les réfugiés sous l'égide de la présidence française. C'est une pratique utile, d'ailleurs inscrite dans vos procédures, que je vous encourage à continuer. Monsieur le Président, aujourd'hui est un âge de guerre, un temps de crise. Du Soudan à l'Ukraine, du Sahel au Myanmar, de la République démocratique du Congo à Haïti, la violence est devenue la monnaie d'échange de notre âge, de notre époque. Le HCR ne fait pas partie de la riposte de l'ONU à Gaza. La situation des civils sur place, néanmoins, dont on pensait qu'elle ne pouvait empirer, atteint de nouveaux niveaux d'horreur chaque jour. Je me rends compte que je ne vous apprends rien de nouveau, à vous, membres du Conseil. C'est en soi un élément majeur, mais c'est malheureusement là la réalité de notre monde. Une réalité où, selon le Comité international de la Croix-Rouge, 120 conflits font rage, sans relâche. Chacun d'entre eux est alimenté par la même illusion erronée, perverse, mais pourtant si forte, que la paix, c'est pour les faibles. Que la seule manière de mettre fin à la guerre, ce n'est pas de négocier, c'est d'infliger tellement de douleur à vos ennemis qu'ils n'auront plus que deux choix, se rendre ou être annihilés. Ainsi, aveuglés par l'idée que seule une victoire militaire totale ferait l'affaire, face à cet aveuglement, il n'est guère étonnant que les normes du droit international humanitaire, jadis respectées, ou en tout cas officiellement, à savoir protéger les civils, défendre la neutralité des acteurs humanitaires, permettre à l'aide la plus élémentaire de parvenir aux personnes assiégées, tout cela est laissé de côté, écarté du revers de la main, aussi facilement que les milliers de vies emportées dans une quête de suprématie. Comme le pape François le disait, et je me réfère à ses propos, chaque guerre représente non seulement une défaite de la politique, mais également une reddition honteuse. Fin de citation. Il est hélas parti. Il n'est plus parmi nous, mais ses propos sont plus pertinents que jamais. Empêcher la guerre et l'arrêter, défendre la paix et la sécurité. C'est là le mandat du Conseil de sécurité. C'est votre responsabilité première. Une responsabilité, et vous me pardonnerez de le redire encore une fois, une responsabilité à la hauteur de laquelle cet organe n'est jamais parvenu à être pleinement. Ne vous résignez pas face à la défaite de la diplomatie. Je m'adresse encore une fois à vous aujourd'hui au nom des 123 millions de personnes déplacées de force, qui font partie des premières victimes de la guerre. Et de tant de manières, c'est le symptôme le plus visible des conflits et des persécutions. Pris dans des situations abominables, ces personnes ont cherché à se mettre à l'abri. Elles ont essayé de le faire. Elles continueront à espérer pouvoir rentrer chez elles en toute sécurité. Et ces personnes, je le sais, ne se résigneront pas. Elles ne voudraient pas que nous choisissions la résignation de notre côté. Comme le peuple du Soudan, un tiers de cette population a été déplacée depuis le début du conflit il y a 2 ans. 1 personne sur 3. Forcés à fuir leur foyer à cause d'une situation qui, très franchement, est indescriptible. Violence aveugle, maladie, faim, atrocités sexuelles omniprésentes, inondations, sécheresse. Un pays et une société déchirés. Dans un contexte où l'on a cessé de faire semblant de respecter les normes humanitaires. J'étais au Tchad un peu plus tôt au cours de ce mois, à la frontière avec le Soudan. J'ai rencontré des femmes et des enfants qui venaient d'arriver depuis El Fasher et Zamzam, où les batailles font rage.
J'ai entendu des horreurs, mais j'ai surtout entendu de la peur. Les civils au Darfour se voient régulièrement empêchés de fuir les zones dangereuses. Pire encore, ces personnes sont ciblées de manière active. Vous aurez vu les rapports récents d'attaques contre les civils dans les camps de personnes déplacées et autour. Où fournir une aide est non seulement un défi sécuritaire et logistique, comme c'est le cas dans le reste du pays, mais c'est également un cauchemar bureaucratique mêlé de politiques toxiques. C'est pourquoi il est si essentiel que ces mêmes familles qui ont pu me raconter leur histoire, qui sont arrivées à la frontière et qui ont dit que malgré toutes les difficultés, franchir cette frontière signifierait résister encore. Cela signifiait de partir, de laisser leur peur derrière eux. C'est là la force absolue de l'asile. Il n'y a pas de meilleur témoignage de cela. Le nombre de Soudanais déplacés continue à augmenter. Les humanitaires ont donné l'alerte au sujet du coût humain terrible subi par cette population soudanaise, au sujet de leur avenir. Alerte encore une fois, comme je l'ai fait moi-même depuis la conférence de Londres il y a quelques jours, que les conséquences de ce conflit étaient maintenant ressenties largement au-delà des frontières du Soudan, et en particulier dans les pays qui, collectivement, accueillent plus de 3 millions de réfugiés soudanais. Égypte, Éthiopie, Ouganda, République centrafricaine. Les plus touchés sont le Tchad et le Soudan du Sud, qui sont confrontés à des défis immenses dans leur propre pays, outre l'afflux de réfugiés. Mais ils ont gardé leurs frontières ouvertes, malgré un financement humanitaire largement insuffisant. L'appel régional en faveur des réfugiés n'est financé qu'à hauteur de 11%. Et pourtant, les besoins sont immenses. Les réfugiés arrivent sans rien. Ils obtiennent une toute petite fraction de ce dont ils auraient besoin à cause de la chute du financement. Plus ce que les communautés tchadiennes près de la frontière peuvent éventuellement leur apporter. Les autorités du Tchad déploient tous les efforts possibles. Le droit des réfugiés du Tchad et les politiques en la matière font partie des plus progressistes au monde. Ce qui leur manque, ce sont des ressources pour pouvoir continuer à recevoir des réfugiés. Nous ne pouvons pas les abandonner. Il n'y a rien d'inévitable, Monsieur le Président, au sujet de la décision d'accueillir, de protéger, d'aider les réfugiés. Et je pense notamment aux réponses aux déplacements dans des pays beaucoup plus riches. Tous les pays font des choix, et vous m'aurez entendu exprimer mon désaccord avec beaucoup de ces choix. Dans ce cas, les pays qui reçoivent des réfugiés prennent la bonne décision. Ils contribuent, ils font ce qui est en leur pouvoir. Nous, humanitaires, sur le terrain, nous faisons ce qui est en notre pouvoir. Vous devez faire preuve de plus d'engagement, plus d'unité, pour faire ce qui vous appartient. Chaque jour qui s'écoule, sans que les parties au conflit soudanais ne soient à la table des négociations, rend cette guerre plus complexe, la fait empirer. Les réfugiés parlent non seulement de deux parties, mais d'une multitude de milices locales qui prolifèrent, vaguement affiliées aux acteurs principaux, commettant toutes sortes d'abus violents. Cette confusion mortifère, c'est un trait caractéristique des guerres modernes. Nous aurions dû tirer les enseignements des guerres en République démocratique du Congo ou en Afghanistan, dont les conséquences se sont faites ressentir largement. Et beaucoup de membres de ce Conseil sont toujours confrontés à ce jour. Car les dynamiques actuelles, l'impuissance, la résignation, l'aide qui s'étiole, ne changent pas. Alors n'ayons pas d'illusions. Les effets déstabilisateurs de la guerre au Soudan vont s'aggraver, y compris les déplacements de population. Il y a déjà plus de 200 000 Soudanais en Libye aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux pourraient voyager en direction de l'Europe. Monsieur le Président, j'observe également avec une immense préoccupation l'évolution de la situation en Ukraine récemment. Un pays où je me suis rendu 6 fois depuis 2022. Tout récemment, en janvier, je me suis rendu à Kiev et à Soumy, des villes qui ont encore subi des attaques dévastatrices ces derniers jours. J'ai pu voir le coût terrible de cette guerre pour le peuple ukrainien, et en particulier pour les plus vulnérables, les plus âgés, les enfants, les familles.
dont la résilience reste néanmoins admirable, même si la population est usée. Le HCR travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires de la société civile locale pour aider à alléger les souffrances et pour apporter un certain niveau de normalité et d'espoir à ces populations. Mais clairement, et beaucoup l'ont dit, ce qu'il faut à ces personnes, à cette population, c'est une paix juste. Mon rôle n'est pas de décrire de quoi cela aurait l'air, mais de rappeler à tous ceux qui participent aux efforts de paix de ne pas oublier les souffrances de plus de 10 millions d'Ukrainiens déplacés, 7 millions de ces personnes étant des réfugiés. Il est crucial de continuer à planifier le retour, in fine, dans leur communauté. Mais ces personnes ne reviendront pas si elles ne peuvent pas être en sécurité, à court terme et à long terme. Si les sirènes ne cessent pas d'annoncer de nouvelles attaques, si ces personnes n'ont pas de logement décent, des services, de l'emploi, un travail, si ces personnes ne peuvent pas avoir confiance dans le fait que les termes de la paix sont durables pour elles et pour leur pays. C'est là l'équation essentielle pour mettre fin aux crises humanitaires, aux crises des réfugiés, Monsieur le Président. La sécurité et l'autonomie, le fait de pouvoir dépendre de soi. Et tout cela doit apparaître comme étant durable. Les solutions correspondent à un dur labeur, sont difficiles à trouver. Il faut de l'engagement, un sens du compromis. On ne peut pas faire la paix en toute passivité ou espérer qu'elle se produise par usure. C'est pourquoi il est d'autant plus important que lorsque des occasions inattendues émergent, nous soyons capables d'en profiter et que nous soyons prêts à prendre des risques calculés. Au cours des 8 dernières années, par exemple, la stagnation a défini la riposte au Myanmar. Les affrontements entre les Tatmadaw et différents groupes armés ont entraîné des souffrances inouïes et un déplacement à grande échelle au niveau du pays et dans la région. Il s'agit d'une situation exacerbée par le terrible tremblement de terre qui a frappé il y a un mois. La terrible situation de la minorité Rohingya est devenue encore pire. Les combats dans l'état de Rakhine avec l'armée Arakan ont été particulièrement terribles. 1,2 million de Rohingyas sont des réfugiés aujourd'hui, essentiellement au Bangladesh, dans les camps autour de Cox's Bazar. Et nous devons remercier le Bangladesh et son peuple pour avoir accueilli ces réfugiés au fil des ans. Mais les réfugiés Rohingyas se languissent dans des camps, sans travail, sans pouvoir prendre leur destin en main, dépendant totalement de l'aide humanitaire, une aide sans cesse plus précaire. La moitié de la population de réfugiés a moins de 18 ans. Ces personnes, pour paraphraser le conseiller en chef Dr Yunus, privées de toute occasion à saisir, déconnectées de ces occasions à saisir, mais connectées au monde par le biais d'Internet. Est-il étonnant que ces personnes se lancent dans des voyages dangereux par la mer pour essayer de reprendre leur avenir en main, ou que certains qui cherchent à recruter des combattants trouvent là un terreau fertile? Nous avons la possibilité de sortir de cette inertie dangereuse. Le gouvernement intérimaire du Bangladesh a choisi de travailler avec les parties au conflit dans l'état de Rakhine pour trouver une solution. Et c'est là que se trouve cette solution, effectivement. Beaucoup diront immédiatement qu'une telle solution est impossible aujourd'hui, pour toutes les raisons que nous connaissons parfaitement. Trop de sang a été versé, les discriminations se poursuivent et il y a trop d'intérêts en jeu pour pouvoir trouver un équilibre. Beaucoup diront que les causes profondes ne seront jamais traitées comme il se doit. Et c'est peut-être le cas. Mais cela fait 8 ans que rien ne bouge. 8 ans de stagnation. C'est une impasse. Du point de vue des solutions à trouver à la situation des Rohingyas et pour commencer à recréer des conditions qui permettraient le retour des réfugiés, un dialogue avec toutes les parties est une première avancée cruciale pour que les agences humanitaires, y compris le HCR, puissent rétablir leur présence et reprendre leur travail humanitaire si nécessaire, en toute sûreté et en toute liberté. Cela, à son tour, jetterait les bases qui permettraient de reprendre les discussions concernant un retour des Rohingyas déplacés. Et je le souligne,
un retour volontaire dans la sûreté et la dignité, une fois que la situation sécuritaire dans l'État de Rakhine le permettrait. Et d'où on pourrait également réfléchir aux autres droits. C'est un travail immense, bien évidemment, mais je vous exhorte à trouver de nouvelles manières de penser, à prendre des risques. J'espère que ce Conseil se concentrera largement sur la situation au Myanmar, y compris sur la situation terrible des Rohingyas. Et j'attends avec intérêt la conférence prévue pour septembre, ici, à New York. Monsieur le Président, d'autres tournants se dessinent, même depuis ici. Vendredi, le nouveau drapeau de la Syrie a été hissé en face des Nations Unies. Quel symbole fort pour tous les Syriens et toutes les Syriennes. Il y a là une crise humanitaire et de déplacement très prolongée, mais une solution inattendue est peut-être en train de se dessiner. Mais pour y parvenir, vous devez tous donner la priorité au peuple syrien, plutôt qu'à des jeux politiques établis de longue date. Et franchement, un certain nombre de ces jeux sont largement dépassés. Cela implique également de prendre des risques calculés. Bien évidemment, nous ne pouvons pas faire preuve de naïveté. Il reste beaucoup de défis à relever. Vous avez entendu le ministre Shabani les décrire ici vendredi. Il est impossible de régler tous les dégâts causés par 14 ans de guerre en quelques mois. Mais pour la première fois en des décennies, il y a une lueur d'espoir, y compris pour les millions de Syriens qui restent déplacés aujourd'hui. 4,5 millions d'entre eux étant des réfugiés dans des pays voisins. Depuis le 8 décembre, ces chiffres repartent à la baisse, lentement mais sûrement. Et le mouvement de retour des Syriens déplacés à l'intérieur du pays augmente. Il y a également davantage de retours depuis la Jordanie, le Liban, la Turquie. Nous estimons que plus de 1 million de personnes, 1 million, sont déjà rentrées chez elles. Et d'après les dernières études, beaucoup d'autres pourraient suivre. Que ces personnes restent ensuite en Syrie ou, tragiquement, se déplacent encore, y compris vers l'Europe et au-delà, cela dépendra bien évidemment des autorités, mais également très largement de votre volonté de prendre des risques, de lever des sanctions, de les alléger, de soutenir très sérieusement le relèvement précoce, de renforcer les investissements du secteur privé et d'autres. En un mot, créer les conditions qui permettraient que les éléments les plus élémentaires d'une vie digne, sécurité, eau, électricité, éducation, possibilités économiques, s'offrent au peuple syrien, à ce peuple qui commencera à reconstruire ses communautés. Pour réduire les risques que prennent les Syriens qui rentrent, je vous demande de prendre quelques risques vous-même, des risques politiques, des risques économiques. Et oui, cela signifie également une aide humanitaire constante et plus significative. Cette aide, pour le moment, comme partout ailleurs, décroît rapidement. Monsieur le Président, je me dois, avant de conclure, d'attirer l'attention du Conseil sur la situation critique du financement de l'aide. Au moment précis où nous voyons se dessiner l'espoir de trouver des solutions à plusieurs crises de déplacement, pas seulement en Syrie, mais également au Burundi, en République centrafricaine, nous voyons un rejet de l'aide, un rejet du multilatéralisme, un renoncement à une aide vitale. Nous entendons qu'il s'agit de donner la priorité aux intérêts nationaux, d'augmenter les dépenses en matière de défense. Il s'agit de préoccupations légitimes, bien sûr, et de quêtes légitimes de la part d'États. Mais cela n'est pas incompatible avec l'aide humanitaire, bien au contraire. Et je me trouve donc à répéter encore et encore le même argument, à essayer de convaincre les pays bailleurs de fonds quant à une réalité que nous pouvons tous observer clairement. L'aide humanitaire, c'est la stabilité. Geler ou réduire les budgets consacrés à l'aide a déjà des conséquences fatales pour des millions de vies. Cela signifie, entre autres nombreuses choses, abandonner des personnes déplacées, les laisser à leur propre sort, retirer le soutien à des pays hôtes souvent très fragiles et, in fine, saper votre propre stabilité. Et le multilatéralisme, en réalité, y compris l'aide multilatérale, vient s'ajouter à cette stabilité et reste indispensable pour trouver des solutions aux crises, y compris le déplacement forcé. Ce que je dis peut vous sembler anachronique,
Mais après plus de 40 ans à travailler dans l'humanitaire, après près de 10 ans à mon poste actuel, je continue à croire que c'est en se réunissant autour d'une même table que nous pourrons faire entendre toutes les voix, les plus fortes comme les moins fortes. Pour ceux qui ont l'impression que le multilatéralisme s'étiole, ceux qui n'ont pas la même priorité, ceux qui vont plus lentement, eh bien j'espère que vous vous rendrez compte que renoncer au débat ne signifie pas que la discussion doit cesser, il ne cessera pas. Ce débat sera moins fort. Bref, nous avons besoin de tout le monde, de vous tous. Les réfugiés font partie des meilleurs exemples de cette tâche commune. Si vous regardez autour de cette salle, vous verrez, comme je le vois moi-même, que le déplacement forcé a concerné chaque membre du Conseil de sécurité, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. La lutte pour la liberté, la lutte contre l'oppression, l'impératif d'abandonner son foyer à cause de la guerre, des violences, de la persécution, le refuge offert à ceux qui n'ont d'autre choix que de fuir. Il s'agit d'éléments familiers pour chacun de vos pays, pour vos histoires respectives. Des éléments profondément inscrits de manière unique et complexe dans vos traditions, dans vos valeurs. Vous avez été les réfugiés. Vous avez accueilli ceux qui avaient besoin de trouver refuge. Maintenant, vous êtes réunis autour de cette table, avec la responsabilité de mettre fin à la guerre, de restaurer la paix. Vous devez réussir. Vous le devez, non seulement à ceux qui sont déplacés et qui comptent sur vous. Vous le devez également à vous-même. Merci. Je remercie le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, pour son exposé.